Lundi 4 janvier. Décidément, rien ne s'arrange, ni à la boutique, ni sur le chantier. En descendant de la tour ce soir, j'étais tellement fatiguée que je n'ai même pas vu Noiraud. Depuis quelque temps, il a pris l'habitude de m'attendre sur le champ de Mars. Un jour, il s'est hasardé jusque-là sans que je lui montre le chemin. Et à présent, il vient chaque jour me retrouver. C'est une telle joie et un grand réconfort pour moi. En un instant, il me fait oublier tous les tracas de la journée. Qui pourrait être un meilleur compagnon de lui ? Aujourd'hui, il était complètement sorti de mes pensées. M'a-t-il interpellé en trottinant derrière moi. Dès qu'il m'a rattrapé, il s'est levé sur ses pattes arrière et m'a longuement léché les mains. Comment avais-je pu l'oublier ? La tension était forte dans la boutique quand nous sommes entrés. Maman avait les lèvres pincées et Madeleine affichait un air gêné. Madame Delaroche, une cliente fidèle, était en train de râler, car elle trouvait que, depuis quelque temps, son linge n'était pas aussi blanc qu'avant. Au dîner, les gestes nerveux de ma mère trahissaient sa contrariété. Pour la cacher, elle a entamé une tirade pleine de colère et d'agressivité contre la cliente. Qu'est-ce qui lui prend à cette Madame Delaroche avec ses grands airs ? Voilà qu'elle me fait des reproches sur la qualité de mon travail à présent. Et puis, elle empeste tout le magasin avec son eau de Cologne à 3 sous le flacon. Ça vous retourne l'estomac. Et patati et patata. Au fond, elle se sentait humiliée et savait que cette cliente avait raison. La nouvelle laveuse n'était pas à la hauteur. Son linge n'avait pas la blancheur de celui de Madame Lecoeur. Que devait-elle décider ? Toutes ces pensées semblaient tourner dans sa tête quand Augustine a mis la discussion sur un autre sujet. Celui qui lui tenait à cœur depuis un moment. Ses étrennes. Là, maman a explosé. Tes étrennes, je les garde. Est-ce que tu crois que c'est le moment de dépenser l'argent ? Il est bien assez difficile à gagner comme ça. Le visage d'Augustine s'est fermé. Puis elle s'est mise à pleurer. Je savais bien à quoi elle voulait employer ses étrennes. À acheter une poupée. Ce n'était pas le moment d'en parler. J'ai filé dans ma chambre pour être en paix et raconter mes dernières journées sur le chantier, avant de me coucher. Depuis le début de février, tenir là-haut devient encore plus difficile. À cause des autres, bien sûr, et de l'accélération décidée par Monsieur Compagnon. On dirait qu'il est devenu presque fou. La nuit, il vient faire des rondes pour s'assurer que les veilleurs ne dorment pas. Le jour, il monte et descend sans cesse les marches de la tour pour veiller à ce qu'aucun retard ne soit pris. C'est son idée fixe. Plus que 2 mois, les gars, avant l'inauguration, a-t-il clamé un matin dans notre direction. Les bavardages et la rigolade, c'est fini. Qu'il pleuve, qu'il gèle ou qu'il vente, vous accélérez la cadence en passant à 120 rivets par jour, et je vérifierai. Du nerf, morbleu. Mes 3 collègues se sont regardés, ont soupiré, ronchonné, tempêté. Puis, ils ont commencé à accélérer le mouvement. Maintenant, ils mènent un train d'enfer, concentré sur le travail, tout en me jetant des regards hargneux. À croire qu'ils cherchent à décharger leur rogne sur moi. « Alors, c'est rivé, ça vient ?» aboie le grand Joseph, l'air menaçant, avec sa masse en l'air. Pour tenir le rythme, ma forge est devenue un brasier presque au bord de l'éruption. Elle fume, ronfle comme jamais. Pour que les braises restent brûlantes, je dois alimenter le feu en permanence. Du coup, mon seau de charbon ne suffit plus. 3 fois par jour, il me faut aller le remplir à la réserve, au 2e étage. Plusieurs centaines de marches à descendre et à monter. La tête me tourne de fatigue. « Ça vient !» ai-je crié en arrivant, essoufflée et les jambes toutes molles. Aucun geste d'encouragement, et pas la moindre aide proposée. L'idée de me remplacer à la corvée de charbon n'a pas encore traversé leur esprit, et ne le fera certainement jamais. Chaque soir, je vois arriver la fin de la journée avec soulagement. 2 mois à tenir dans ces conditions. Je préfère ne pas y penser. Mercredi 13 février. La journée d'hier, le mardi 12 février, restera gravée longtemps dans ma mémoire. Ce que maman craignait le plus est arrivé, et je tremble encore de tous mes membres en l'écrivant.
Je suis tombée de la tour. Ma chute aurait pu être fatale. Heureusement, une bonne étoile veillait sur moi. Elle m'a évité le pire. Mourir écrasée comme une pauvre crêpe au pied de la construction, au terme d'une dégringolade de plus de 200 mètres. Comme tous les matins, je me suis installée à mon poste de travail, devant ma chère forge. Et là, pas question de traîner devant les autres qui piaffent d'impatience, attendant que je leur fournisse les premiers rivets chauffés à point. Dans la précipitation, je n'ai pas vu que le plancher sur lequel nous sommes installés était disjoint, juste derrière moi. À cause du gel, de l'humidité, je ne sais pas. En versant du charbon dans le foyer, j'ai dû un peu reculer. Et là, catastrophe. J'ai trébuché, perdu pied, et je suis tombée dans le vide en poussant un cri qui a déchiré le ciel. Par miracle, mon paletot s'est accroché à une poutrelle d'échafaudage située à quelques mètres plus bas, et m'a stoppé net. Combien de temps suis-je restée ainsi suspendue dans le ciel ? 1, 2, 3 minutes ? Ces minutes terribles ont été les plus longues de ma vie. À me balancer au-dessus du vide, à fixer le sol sans pouvoir rien faire, sinon penser à ma mort si proche. Convaincue que mon paletot ne résisterait pas longtemps à mon poids et qu'il allait se déchirer d'un instant à l'autre. « Ne bouge pas, on va t'aider. » Des voix qui semblaient très lointaines se sont rapprochées. J'ai senti que l'on passait une corde autour de mes jambes, puis quelqu'un s'est avancé derrière moi, m'a saisi vigoureusement sous les bras et m'a relevé, après m'avoir fait glisser un peu plus dans le vide pour dégager mon paletot de la poutrelle. J'étais sauvée. Au milieu d'un groupe d'hommes qui commentaient ma chute, je suis restée un long moment assis, hébété, la tête entre les mains. On m'a mis debout, puis aidé à escalader l'échelle pour gagner la plateforme où je travaille. Mes compagnons m'ont donné quelques tapes dans le dos en me conseillant de me remettre à ma tâche le plus vite possible. Ils ont eu raison. Si j'étais descendue de la tour, je pense que je n'y serais jamais remontée. Pendant toute la matinée, devant ma forge, mes jambes avaient la tremblote et de mes yeux ont coulé des quantités de larmes qu'il m'était impossible de retenir. Mais je suis restée debout, me forçant d'accomplir ce que j'avais à faire coûte que coûte. La journée m'a paru très longue. Paralysée par la peur, j'ai mis longtemps à retrouver mes esprits. Le chef des monteurs est venu me voir. Il m'a questionné, a discuté avec les autres membres de mon équipe. À son air méfiant, j'ai compris qu'il semblait avoir des doutes sur mon aptitude à rester là-haut. « Pas d'accident, tu entends ?» m'a-t-il lancé en partant. « Monsieur Eiffel me le répète chaque jour. Il ne faut prendre aucun risque. Alors, fais attention. Notre travail doit rester exemplaire et sans histoire. » Évidemment, ma chute et mon sauvetage ont fait rapidement le tour du chantier. Aujourd'hui, à la cantine, j'ai dû affronter les regards moqueurs de tous les monteurs. Quand je me suis assis, mes voisins se sont esclaffés, la tête penchée sur leur assiette. Dans la salle, une voix a lancé « C'était couru d'avance quand on prend un débutant sans expérience. » Je me fiche bien de ce qu'ils pensent. Toutes leurs remarques glissent sur moi comme l'eau sur les plumes d'un canard. Je suis encore sous le choc et rien ne m'atteint, comme si j'étais revêtue d'une carapace qui me rend insensible. Demain, ça ira mieux. Vendredi 15 février. Depuis 3 jours, je l'attendais, certain qu'il viendrait me voir tôt ou tard. Eh bien, c'est fait. Monsieur Compagnon s'est hissé jusqu'à notre plateforme aujourd'hui. J'avais déjà préparé dans ma tête toutes les explications qu'il me faudrait lui donner au sujet de l'accident. Et puis, redescendre du plancher avec les gars et y retourner, comme au début, c'était presque comme si c'était fait. Je m'étais accoutumée à l'idée. Il ne manquait plus qu'il me le dise de vive voix. Tout s'est passé comme prévu. Enfin, presque. J'ai raconté du mieux que j'ai pu ma mésaventure, le plancher disjoint, ma chute dans le vide, la poutrelle qui m'a retenue, etc. Son air bienveillant m'a mis en confiance. Alors j'ai essayé d'être précis et clair. « Bizarre, cette planche, tout de même, » a-t-il dit en faisant la moue. À voir sa tête, il ne comprenait pas bien comment cela avait pu arriver. Peu après,
Il a pris la direction de l'escalier pour s'en aller, en lâchant ces mots. « Bon, t'as eu de la chance. Et aussi, je le sais, une sacrée frousse. Ne t'avise pas de recommencer. On a besoin de vous entiers, tous, bien solides sur vos jambes jusqu'au 31 mars. Après, tu pourras voler si tu veux. » Et il a disparu dans la tour. Alors là, si je m'attendais à ça. Un chef aimable et blagueur par-dessus le marché. Non seulement il ne me reprochait rien, mais en plus il ne me changeait pas de poste. Je n'en revenais pas. Cette visite m'a fait du bien, comme si j'avais été dégrisée d'un coup, libérée de la peur qui me tenaillait le ventre depuis l'accident. Il existe au moins une personne sur cette tour capable de montrer un peu d'intérêt pour moi, et il se trouve que c'est le chef. Alors, il faut que je sois content. Samedi 23 février. La fin du mois approche, et le 3e étage vient d'être atteint, ce soir, avec quelques jours d'avance. Monsieur Compagnon jubile. L'édifice mesure maintenant 276 mètres de haut. Il ne reste plus que 24 mètres pour arriver aux 300 mètres. Autant dire, pas grand-chose pour achever la plus haute tour du monde. Nous avons reçu de nombreuses félicitations. Tout spécialement les charpentiers qui, depuis le début, se trouvent aux avant-postes du chantier. Et ce n'est que justice. Il faut les voir dans le ciel et au-dessus du vide, virevolter comme des acrobates, saisir les poutres hissées par les grues, les joindre à celles qui sont déjà en place et les assembler avec des broches coniques, enfoncées à grands coups de masse. Ce sont eux, les héros. Nous, les riveteurs, lorsque nous intervenons, tout est déjà en place. Il ne reste plus qu'à fignoler le travail. Poser les rivets un à un pour bien fixer l'ensemble, les pieds bien à plat sur un échafaudage, même si on est à 200 mètres d'altitude. Quoi qu'il en soit, quand nous sommes sortis de la tour, tous les gars du plancher étaient là, à nous acclamer, et je n'ai pas caché ma joie. Si je n'avais l'impression d'être malmené par mes camarades les ramoneurs, je serais pleinement heureux. Et mon père, il serait tellement fier de moi. Il me dirait peut-être d'arrêter de pointer ce qui ne va pas et de profiter des bons moments. Et il aurait sans doute raison.